C'est vers la Russie que nous nous tournons ce soir et vers un homme de 37 ans, Alexis Navalny, celui qui depuis 2011 défie Vladimir Poutine. Il a été l'une des figures du mouvement de protestation contre le pouvoir pour dénoncer la corruption. Il avait l'ambition de se présenter à la mairie de Moscou, mais il vient d'être condamné et arrêté pour détournement de fonds et condamné à 5 ans de camp. Procès politique, crient les uns, charges justifiées, disent les autres, héros ou escrocs. Et en France, il y a bien longtemps, cette phrase de Jean de La Fontaine qui écrivait dans Les animaux malades de la peste « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Navalny a 37 ans, c'est un avocat et activiste, mais il a la puissance de celui qui dérange le pouvoir. Est-il pour autant une victime ? Eh bien, nous allons poser la question à nos invités. Nous tenterons d'aller aussi plus loin dans l'analyse de cette Russie, de Vladimir Poutine. Avant de vous présenter nos invités qui sont sur ce plateau, voici les rappels des faits sur ce procès et cette condamnation donc, qui est intervenue aujourd'hui. La sentence est lourde. 5 ans de camp. Le juge justifie sa décision par la gravité du crime et par le danger qu'Alexeï Navalny représente pour la société. L'opposant reste stoïque. Il embrasse sa femme. Quelques secondes plus tard, des policiers viennent le menotter. L'avocat de 37 ans a juste eu le temps d'envoyer un tweet dans lequel il appelle les opposants à Vladimir Poutine à continuer leur combat. Ok, ne soyez pas triste. L'essentiel, c'est que vous restiez mobilisés. Dans un autre tweet, Alexeï Navalny précise qu'il renonce à se présenter à la mairie de Moscou. Et pour cause, l'élection a lieu le 8 septembre prochain. Et même si l'opposant a déjà annoncé qu'il allait faire appel, avec cette sentence, la justice met fin pour l'instant à ses ambitions politiques pour la mairie de Moscou, mais certainement aussi pour la présidentielle de 2018. Depuis sa mise en accusation pour détournement de fonds, l'avocat n'a cessé de clamer son innocence. Il affirme que l'affaire a été montée de toutes pièces par le Kremlin, pour le réduire au silence. En décembre 2011, c'est lui qui était à la tête de la contestation pour dénoncer les fraudes lors des dernières élections législatives. Il était alors devenu l'un des plus actifs opposants au régime de Vladimir Poutine. Voilà donc le visage de cet homme. Pour en parler sur ce plateau, je vous présente nos invités. Alexis Prokopiev, bonsoir, vous êtes président de Russie Liberté. Galia Ackerman, bonsoir, vous êtes essayiste, chef du bureau russe de la revue Politique Internationale. Dimitri de Koshko, vous êtes journaliste La Russie d'aujourd'hui, vous êtes président du Forum des Russes de France et puis sur ce plateau aussi un visage que vous connaissez bien, celui de Gauthier Rybinski qui est chroniqueur international à France 24. Alors c'est peut-être aussi à vous que je m'adresse, aux journalistes de la rédaction. Un paradoxe surprenant qu'on voit là ce soir, donc ironie de l'histoire ou du sort, de voir cet homme Alexis Navalny qui traque la corruption en Russie et qui est accusé de détournement de fonds. Est-ce à votre avis crédible aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler de procès politique ? Écoutez, ça serait difficile de ne pas parler de procès politique étant donné les engagements qu'avait pris et qu'avait manifesté dans son comportement Alexeï Navalny. Là, il y a quelque chose d'indubitable. En ce qui concerne le détournement de fonds, un certain nombre de ses avocats ont démonté pièce par pièce le dossier des accusateurs. Il y avait, je crois, quelque chose comme peut-être 1 million de roubles de différence dans la comptabilité entre les différents camps. Donc il y a là quelque chose qui ne donne pas matière de manière juridique, de manière judiciaire à condamner quelqu'un. Il y a certainement là la volonté effectivement de faire taire quelqu'un qui a eu la parole forte, qui est une grande gueule, il faut le reconnaître, et surtout qui a toujours tablé sur quelque chose de très populiste. C'est ça qui a gêné le plus le pouvoir, c'est-à-dire à bas les voleurs, à bas la corruption. Et ça, quand on a des slogans aussi, j'allais dire, rassembleurs, entre guillemets, eh bien ça marche toujours et ça fait peur au pouvoir. C'est un peu le terrain aussi qu'avait choisi Poutine, qui était cette classe assez pauvre dans le fond, mais ça, on va peut-être en reparler. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Gauthier Rybinski? On voit quand même que dans ce procès, il y avait 33 témoins qui n'ont pas été entendus.
Je crois que parler de justice aujourd'hui serait presque une aberration. Ce qui s'est passé là, c'est clairement une décision politique d'écarter un opposant, un des principaux opposants à Vladimir Poutine aujourd'hui. J'ai apporté un petit document, je ne sais pas si on arrive à le voir à l'écran, c'est la constitution de la Fédération de Russie. Il y a des articles là-dedans qui indiquent que la justice doit être indépendante, que le pouvoir ne doit pas interférer sur les décisions de justice, que les citoyens russes sont libres et ils ont le droit notamment de se présenter à des élections comme les élections municipales ou les élections présidentielles. Eh bien, cette constitution, ce document-là vient d'être complètement violé par le pouvoir et par une justice russe qui est utilisée comme arme politique, qui n'a de justice plus que le nom. C'est l'indépendance de la justice n'existe plus. On vient aujourd'hui d'assister à une condamnation politique. Elle a déjà existé en Russie ? Je pense qu'elle a partiellement existé à certains moments. Je pense que là, clairement, on a la confirmation définitive que la justice n'existe plus en Russie. Et on voit aujourd'hui qu'il y a eu un procès qui était un procès inéquitable, c'est souligné par tous les experts et par toutes les ONG, et qu'aujourd'hui, c'est une condamnation politique. Alors, Dimitri de Koshko, je crois que vous faites un peu la moule. Hein, je vous vois froncer les sourcils. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui vient d'être dit, que dans le fond, le pouvoir judiciaire et peut-être le pouvoir policier a été utilisé dans cette affaire à des fins politiques? Alors, je ne suis pas dans le rôle du méchant, que je voudrais le préciser, parce que je sais que c'est toujours tentant dans ce genre de débat. Donc, voilà. La question aussi. Non, alors simplement, d'abord, je voudrais relever l'aspect remarque sur le populisme, effectivement, de Navalny, qui n'est pas faux. Mais ce qui est bien, c'est que dans les médias occidentaux, quand il s'agit de la Russie, le populisme, c'est bien. Mais alors, quand il s'agit du populisme en France, alors là, c'est très, très mal. Hein. Ils sont très méchants. Non. Hein, justement. Bon, mais en tout cas, c'est vrai que de la part de Navalny, c'était efficace. Et en plus, il attaquait là où ça faisait mal. Il avait parfaitement raison. Il est nationaliste aussi. Il a des aspects nationalistes qui sont contestés, d'ailleurs. Le nationalisme n'est pas en contradictoire avec le fait d'attaquer la corruption et justement la dégénérescence de l'appareil d'État, ou bien en tout cas ses pires penchants. Oui. Et ces pires penchants, effectivement, ils se voient notamment dans la justice. Ça, c'est parfaitement vrai. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de justice en Russie ou qu'il n'y a pas de justice en Russie. C'est quand même pas très vrai. Mais et malheureusement, c'est pas que dans une affaire comme celle-là, qui a évidemment un caractère politique. Hein, elle a aussi sans doute un prétexte pénal qui sert pour un but politique, qui d'ailleurs n'est pas si évident. Est-ce que il y a eu vraiment des tournements? Ce que je veux dire, c'est que les tribunaux, ils ont un gros problème, c'est que dans des affaires économiques notamment, si on arrive à acheter le juge, il ne sera pas juste. Mais il arrive aujourd'hui qu'il y ait aussi des juges justes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pas tout blanc, tout noir. Il existe une certaine justice. Comment ? Vous êtes d'accord, il est écarté des élections présidentielles. C'est pas des présidentielles, là, c'est la mairie de Moscou. Il était candidat, déclaré. Pour lesquels il était candidat. Il ne faut pas oublier que le maire de Moscou, Sobyanin, qui est membre du parti au pouvoir, enfin, de Russie... a tout fait pour qu'il ait quand même les signatures pour être candidat. Alors, on pourrait dire que c'était une manœuvre pour faire semblant, patati, etc. Il n'empêche qu'il l'a fait. Et il n'empêche que sans doute que Sobyanin avait tout intérêt à avoir un vrai opposant. Il est vrai aussi qu'il est peut-être aussi que tout le monde n'est pas forcément d'accord dans un parti aussi administratif que Russie Unie. Et il y a différentes tendances et différentes façons de vouloir agir avec des opposants comme Navalny, qui sont des blogueurs, qui sont des opposants, qui sont des gens qui dénoncent un système, qui ne sont pas forcément des gens capables de gérer un système. Hein. Mais s'ils n'arrivent jamais au pouvoir. Oui. Écoutez, moi je pense que le comportement du pouvoir russe a été parfaitement pernicieux dans le cas de Navalny. Que toute cette affaire des élections à la mairie de Moscou, quand la Russie unie, le parti du pouvoir, s'est efforcé à collecter des signatures de conseillers municipaux, etc., pour Navalny, c'était justement et précisément parce que à 100%, il savait qu'il serait condamné et qu'il ne serait jamais réellement candidat à l'élection. Mais il est blanc-bleu, le garçon ? Enfin, je veux dire, on sait qu'il détient quand même des actions de société. Je peux vous expliquer cette affaire avec les actions. Vous savez, Navalny a une démarche très intéressante. Il a créé un organisme qui s'appelle en russe Rospiu. C'est un peu difficile à traduire, mais en gros, ça veut dire étude
de la privatisation, entre guillemets, du budget, c'est-à-dire de vol au budget russe. Et donc, pour prouver ces cas, cette société a acheté des actions dans plusieurs grandes compagnies russes pour avoir le droit de regard d'un actionnaire minoritaire. Et c'est comme ça que Navalny a pu mener des investigations de fond pour prouver des cas avérés de corruption et de pillage des sociétés par leurs propres grands actionnaires, qui sont souvent aussi des hauts fonctionnaires de l'État russe. Et c'est pour ça que son activité est tellement gênante. Maintenant, oui, mais pourquoi l'accuser de ce qu'il dénonce, dans le fond? Mais parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. C'est cynique. Pour ternir son image. Le pouvoir russe va montrer aujourd'hui à la télé, même si plusieurs chaînes russes n'en parlent pas, mais va montrer aujourd'hui à la télé russe, vous voyez, c'est un fraudeur, c'est un corrompu, c'est un escroc, et on le met en prison. C'est pour créer une image, pour faire une diversion dans l'ascension médiatique et politique d'Alexeï Navalny, qui gagnait des points dans les sondages tous les jours, quoique les sondages, on peut se poser aussi des questions, mais qui gagnait véritablement en popularité. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent à Moscou. Il y a des milliers de personnes qui manifestent dans plusieurs villes en Russie. J'ai reçu des images de Kazagne, de Tchelabinsk, de Saint-Pétersbourg, de Rostov. Partout en Russie, les gens se manifestent pour dénoncer cette condamnation politique. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est gagné en popularité, et le condamner pour fraude fiscale, c'est pour détruire son image, c'est pour ternir son image. C'est lui donner une dimension politique qu'il n'avait pas jusqu'à présent. C'est d'un certain point de vue un jeu qui est dangereux à double tranchant. Moi, je trouve qu'il est très à double tranchant. Alors est-ce que une partie de l'establishment le veut ou pas? Est-ce que c'est volontaire ou pas? J'en sais rien, parce que c'est quand même des gens qui ont tendance à jouer plusieurs coups à l'avance. Mais j'en sais rien. Mais ce que vous avez l'air de dire, et Galia, j'aimerais Ackerman, que vous me répondiez là-dessus, que quand même les juges sont de mèche avec le pouvoir, le système judiciaire. Si on décide de condamner un homme qui est innocent parce qu'il gêne politiquement. C'est absolument banal. Si vous vous souvenez du deuxième procès Khodorkovsky, qui a été rejugé une deuxième fois pour la même chose. Seulement en Russie, oui, peut-être pas seulement en Russie, mais là nous parlons concrètement de la Russie, qui a été jugé une deuxième fois pour la même fraude, à admettre qu'il y avait la fraude. Et on sait maintenant, parce qu'il y avait une des assistantes du juge Danielkin qui a craqué après le deuxième procès Khodorkovsky, que le juge a reçu tout simplement le verdict tout près de l'instance supérieure. Gauthier, oui, tout à fait. L'instrumentalisation de la justice en Russie est quelque chose qui ne date pas d'hier, d'abord, et qui est considéré presque... je suis extrêmement surpris et avec satisfaction que vous parliez de toutes ces manifestations à Kazan, etc. Parce qu'il y a eu toute une époque où on prenait la chose comme un état de fait auquel on ne pouvait rien changer. Et là, il y a manifestement... à travers l'affaire Navalny et d'autres, une Russie qui dit là, stop, on ne marche plus comme ça dans ces conditions-là. Vous êtes d'accord avec ça? Je lis un tweet au passage. Avec ce procès, Poutine vient de montrer son vrai visage, un Staline des temps modernes. Alors, est-ce que ça vous fait penser, ça, à ces procès staliniens, pour reprendre les grands mots? Ça n'a rien à voir. On ne serait pas là pour en parler. Et malheureusement, en Russie, il n'y aurait personne pour en parler non plus. C'est tout à fait, c'est même indécent de comparer ça, parce que malheureusement les victimes du stalinisme c'est propres copains. C'est différent, par contre c'est brutal. On voit la brutalité quand même de cette condamnation qui est énorme. Beaucoup de gens attendaient une condamnation beaucoup plus souple, et finalement là on voit une brutalité du régime qui n'hésite pas à mettre quelqu'un en prison. Ce mot de camp quand même, c'est des camps. Il y a encore. Par contre, la comparaison avec Staline est exagérée. Ça, je pense qu'on peut être d'accord. Et vous savez pourquoi c'est exagéré? Parce que à l'époque de Staline, au moins, il y avait aussi une certaine foi. C'est-à-dire que c'était un régime terrible, une idéologie, mais il y avait quand même une grande partie de la population qui y croyait, et le système répressif lui-même croyait en ce qu'il faisait. Aujourd'hui, je m'excuse de l'expression, mais ce sont des guignols qui n'ont absolument aucune foi en ce qu'ils font. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ce réveil de la société civile, parce que
on peut craindre le grand méchant loup, mais on ne peut pas craindre les guignols, même si ce sont des guignols qui peuvent de temps en temps... Des guignols mafieux, est-ce que c'est un système mafieux dont on peut parler aujourd'hui vu le niveau de la corruption, vu aujourd'hui les fuites de capitaux depuis la Russie, vu ce qui s'est passé autour de Chypre, où quand même le président de la Fédération de Russie est devenu complètement hystérique lorsqu'on a essayé de toucher non pas aux petits déposants, mais aux grands déposants de la mafia russe et des grands oligarques russes, oui, on peut dire que c'est un système mafieux, mais surtout, moi je suis excellemment d'accord. Est-ce que le gouvernement est dans les mains de ce système mais le gouvernement a des mains, le gouvernement a des mains et des têtes multiples. Là-dessus, je suis d'accord. Mais par contre, on voit bien qu'il y a une direction qui a été choisie. Et cette direction a été choisie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les grandes manifestations. Parce qu'il y a eu ce réveil russe. Il y a eu l'avenue Sakharov. En janvier 2012, l'avenue Sakharov, l'année dernière, 200 000 personnes. Il y a eu ces grandes manifestations partout en Russie. Non, mais Sakharov est mort. Oui. Mais je confonds avec Kasparov. Pardon. Il y a eu ces grandes manifestations de 200, 300 000 personnes à Moscou. Et le pouvoir russe a pris peur par rapport à cette grande manifestation, il a pris peur par rapport à cette réveil de la société, et clairement tous ces procès qui s'enchaînent, parce que le procès de Navalny n'est pas le seul, même si c'est sans doute aujourd'hui le plus symbolique, c'est clairement une réponse de ce pouvoir apeuré, de ce duo apeuré Poutine-Medvedev, qui ne savent plus quoi faire, qui voient bien qu'ils vacillent, qui voient bien que l'économie aussi ne va pas aussi bien qu'il y a quelques années. Ils voient bien aussi s'effriter dans leur administration la confiance qu'il y avait en eux, et donc pour répondre à cela, on pensait, certains, même en France, pensaient qu'il y aurait une démocratisation, modernisation, lutte contre la corruption. Mais non, ils ont choisi la répression. Malheureusement, ils ont choisi la manière forte. Et là, aujourd'hui, la condamnation de Navalny pour 5 ans de prison, c'est un exemple qui est incontestable dans cette répression politique qui s'abat malheureusement sur mes concitoyens. Est-ce que on peut imaginer une Russie qui se lève comme les pays arabes se sont levés Ça me paraît une analyse quand même quelque peu ou bien optimiste ou pessimiste, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, malheureusement, ou heureusement, mais enfin en tout cas, aujourd'hui, le mouvement qui a lieu effectivement essentiellement dans les grandes villes, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Ekaterinbourg, un peu à Kazan, à Nijni Novgorod, c'est dans la masse de la population russe quand même. Il n'est pas vraiment suivi. Je veux dire, c'est pas demain qu'il y a un mouvement de masse qui va renverser Poutine. Tant qu'il y a pas vous êtes d'accord que tant qu'il n'y a pas des élections libres où tous les candidats peuvent se présenter, on ne le saura pas. Il nous faut des élections libres. Même s'il y a eu des triches aux élections présidentielles, il faut des élections libres. Poutine et là, on passait, sera. Et vous le savez très bien. J'en sais rien. Vous ne le savez pas. Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Mais vous êtes d'accord que la Douma ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui s'il y avait des élections libres et démocratiques. Il y a eu sans doute plus de triches, effectivement, aux élections législatives au niveau de la Douma, parce que des intérêts locaux qui sont évidemment très fortement représentés et des lobbies qui font que les gens veulent défendre leur position. Moi, j'entends ce que vous dites, mais si le pouvoir est si sûr, si le pouvoir est si populaire, pourquoi il n'autorise pas des élections libres et démocratiques et non falsifiées? On va en reparler dans quelques instants. On marque une pause pour le rappel des titres et tout de suite, on continue ce débat.